Bonjour, je m'appelle Geoffrey Bonin, je suis maître de conférence en intelligence artificielle à l'Université de Lorraine et je fais mes travaux de recherche au sein du lauréat qui vient d'être mentionné, dans l'équipe Kiwi. Alors je viens ici pour faire une première partie introductive du domaine du Learning Analytics. La deuxième partie sera présentée par Vanda tout à l'heure. Et ma partie elle-même, je l'ai structurée en deux parties. Donc une partie qui présente dans les grandes lignes le domaine du Learning Analytics et une deuxième partie qui donne deux exemples concrets de travaux récents qui sont représentatifs des nouveaux défis du domaine. Alors je commence par la première partie, donc par vous présenter un petit peu le domaine du Learning Analytics. Alors avant de le définir et de dire concrètement en quoi cela consiste, je voudrais situer le domaine de recherche dans le temps et dans l'espace. Donc on situe l'origine du domaine de recherche généralement à 2011, qui correspond à la création de la série de conférences Learning Analytics and Knowledge. Donc voilà, la première édition a eu lieu en 2011 et donc ça fait, la 10e aura lieu cette année à Francfort, donc ça fait à peu près 10 ans que le domaine a été créé, a émergé. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui encore, cette conférence reste à peu près la colonne vertébrale un peu du domaine. C'est un peu le lieu consacré où il faut soumettre quand on travaille dans ce domaine chaque année. Et les travaux qui sont présentés à cette conférence sont vraiment représentatifs du domaine de recherche. Alors ce qu'on peut voir ici, là, ce sont les publications qui ont été soumises, alors les articles qui ont été soumis et publiés, soumis en bleu et publiés en orange, année après année, édition après édition. Donc on peut voir que ça commençait forcément modestement en 2011, et puis que ça s'est stabilisé à peu près vers 2014. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur, je crois que je dois faire ça. Ah, ouais, vous voyez un pointeur. Vers 2014, où ils ont un petit peu atteint leur niveau de publication qui est resté le même depuis. Et depuis 2014, donc, le nombre de soumissions a progressivement augmenté jusqu'à aboutir aujourd'hui à un taux de sélection assez fort. On est autour de 20-25% de taux de sélection, ce qui correspond au taux d'acceptation des conférences les plus sélectives. Donc on n'est plus vraiment maintenant dans un domaine de recherche émergent, c'est vraiment devenu un domaine de recherche à part entière avec sa conférence sélective, même si ça reste relativement récent. Alors là, j'ai situé dans le temps, j'ai situé dans l'espace. Alors je pense que là, vous ne voyez pas très bien. Et on peut zoomer. Voilà, donc là, ce qu'on voit, ce sont les publications à la dernière édition de cette conférence. Alors pas les publications, le nombre d'articles soumis à la dernière édition de cette conférence. Donc ce que moi, je peux voir, je ne sais pas si vous pouvez le voir du fond, alors je vais rezoomer puis je vais faire partie par partie, c'est qu'il y a trois principaux pays qui sont acteurs dans le domaine. Donc les États-Unis, alors pas pays mais région du globe, l'Europe du Nord et l'Australie. Ce sont vraiment les trois principaux acteurs jusqu'à présent. Viennent ensuite un petit peu des pays de l'Asie de l'Est. Et puis celui qui nous intéresse forcément, c'est la France. Donc on voit que là, pour l'édition 2019, et c'est représentatif un petit peu de la participation de la France à cette conférence en tout cas, il y avait eu vraiment peu d'articles qui avaient été publiés, et je crois qu'il y en avait eu un seul qui a été publié et très peu qui ont été soumis. Voilà. Puis alors ce qu'on voit, les traits entre les différentes zones du globe, ce sont les collaborations qu'il y a entre les pays. Puis on voit que les trois acteurs principaux sont fortement connectés, mais que les autres pays ont aussi de très nombreuses collaborations et que c'est une communauté très connectée. Voilà. Donc ça, c'était pour le teaser. Avant de vous dire ce que c'est le Learning Analytics, je voulais situer dans l'espace et dans le temps. Donc maintenant, je vais passer à la définition du Learning Analytics. Alors la définition la plus souvent utilisée, c'est celle-ci, celle qui a été proposée lors de l'organisation de la première édition de la conférence Learning Analytics and Knowledge, dont je viens de parler. Alors je vais la lire, c'est mesure, collecte, analyse et traitement de données sur les apprenants et leur contexte, dans le but de comprendre et optimiser l'apprentissage et les environnements dans lesquels il se produit. Voilà, donc dit autrement, ça correspond à récolter des données d'utilisation d'outils pédagogiques en général, et puis ensuite les manipuler d'une manière ou d'une autre pour mieux comprendre le processus d'apprentissage et puis pour essayer de l'améliorer éventuellement. Donc de cette première définition, on peut déjà extraire quelques mots-clés comme apprentissage, données, analyse. Alors le problème, c'est que ce n'est pas la seule définition, évidemment. Donc, comme beaucoup de thématiques de recherche, il y a différentes définitions et elles peuvent diverger plus ou moins l'une de l'autre. Alors une autre définition d'un grand acteur du domaine, Éric Duval, qui a été un des grands acteurs qui est malheureusement décédé depuis 2016, je crois.
collecte des traces laissées par les apprenants et exploitation de ces traces pour améliorer l'apprentissage. Donc là, la définition est un peu plus restreinte. On a juste amélioré l'apprentissage, il n'y a pas la dimension de la compréhension. Il y a le mot-clé trace qui est répété 2 fois. Et on voit qu'il y a déjà une petite divergence. Donc si je rajoute ces mots-clés-là à mon nuage de mots que j'avais commencé à faire, donc on voit que ça commence à s'agrandir, qu'il y a de plus en plus de mots-clés, même si certains reviennent. Alors je vais continuer à vous montrer des définitions pendant 45 minutes. Ça va être toute ma présentation. J'en ai plus que 2 après. Alors une troisième, donc, qui date de 2014, de Jaya Prakash, découverte et utilisation de motifs cachés. Alors là, il y a déjà un autre concept qui est introduit, les motifs cachés qui n'étaient pas dans les définitions précédentes, dans les données éducatives pour améliorer la compréhension du processus éducatif. Donc ça correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent, améliorer la compréhension du processus éducatif. Mais par contre, évaluer l'apprentissage et faire des prédictions de performance. Donc là, on sort vraiment du cadre qui était proposé dans les définitions précédentes. Donc ça me rajoute encore des mots-clés. Elle est bien, celle-là, elle est longue, elle a plein de mots-clés, elle prouve bien mon point que la définition a des limites assez floues. Même si des mots reviennent, donc là on a données, apprentissage, collecte, etc. Et une dernière plus récente, exploitation des données issues de l'interaction des apprenants avec les technologies éducatives pour fournir des informations sur l'apprentissage. Donc celle-là je l'ai mise parce qu'elle est vraiment très récente et pour montrer qu'elle ne diverge pas forcément et qu'elle puisse venir renforcer certains mots-clés que j'avais dans mon nuage de mots-clés. Donc voilà mon nuage de mots-clés en 4 définitions. Donc on peut voir qu'il y a des mots qui reviennent fréquemment, apprentissage, éducatif, données, exploitation, trace, collecte. Mais il y a tout un tas de petits mots-clés qui viennent se rajouter et qui rendent un petit peu la définition du domaine relativement floue. En tout cas, ces frontières sont relativement floues. Voilà, donc c'est la vision théorique, la définition que donnent les chercheurs de ce domaine eux-mêmes. Et comme dans tous les domaines de recherche, il y a forcément une divergence entre la vision des chercheurs, la manière dont ils la définissent eux-mêmes et ce qu'ils font en pratique. Donc maintenant, on va voir ce qui se fait en pratique et on va le voir par 2 biais. Dans un premier temps, je vais vous présenter un travail de classification systématique que j'ai effectué avec Anne Boyer de mon équipe de recherche, la chef de mon équipe de recherche, Kiwi. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner 2-3 exemples concrets de travaux qui me paraissent représentatifs de ce qui se fait dans le domaine. Alors je commence par la classification systématique. Dans ce qu'on a fait, on est allé chercher sur Internet des articles à partir des mots-clés Learning Analytics. On en a extrait 130 et on a fait une classification systématique de ces articles. Donc on a défini des catégories et puis on les a chaque fois classés en fonction de ceux dont ils parlaient dans ces catégories. Donc voilà, ils provenaient des principales revues et conférences. Donc un grand nombre proviennent de la conférence que j'ai déjà mentionnée 2-3 fois, Learning Analytics and Knowledge. Alors je l'ai mentionné plusieurs fois et ça reflète bien que c'est encore aujourd'hui vraiment, je n'ai pas de meilleure expression, la colonne vertébrale du domaine et que ça reste très important pour la communauté. Mais il y a d'autres lieux de publication. Par exemple, il y a des travaux qui se situent dans Educational Data Mining, donc la fouille de données éducationnelles, qui est une autre conférence, Journal of Learning Analytics et d'autres revues et d'autres conférences. Donc voilà, ça, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats de cette classification. C'est un article qu'on a publié en 2017, donc il n'est pas encore trop vieux, donc je peux l'utiliser pour cette présentation. Donc en particulier, on a identifié 4 sous-thématiques de recherche. Donc Educational Data Mining, que je viens de mentionner, donc la fouille de données éducatives, qui était un petit peu le domaine qui s'intéressait un petit peu à la même chose, à analyser des données de l'éducation avant que le Learning Analytics émerge. Une autre catégorie qui porte sur des études statistiques, donc par exemple, à partir des données qu'on a pu récolter, aller essayer de vérifier une hypothèse sur la pédagogie, ce genre de choses. Ensuite, un peu moins important, là on en est à 9%, des outils de visualisation, donc ça, principalement, ce sont des tableaux de bord. Alors il y a d'autres outils de visualisation, des systèmes d'alerte un peu visuels, des choses comme ça. Et enfin, une 4e catégorie, des recommandations, des notifications, des suggestions. Donc principalement, parmi ces 4, alors il y en a encore d'autres bien sûr qui ne rentrent pas dans ces catégories, par exemple des articles un peu philosophiques sur le lien par exemple entre l'Educational Data Mining et le Learning Analytics, ou des articles sur des biais méthodologiques qui ont été identifiés dans la communauté et comment éviter ces biais, ce genre de choses. Et donc qui n'entrent pas dans le cadre de ces 4 catégories. Voilà, donc principalement, 47%, en tout cas, c'est pas la majorité, mais c'est presque la moitié des travaux qui sont faits dans le cadre du Learning Analytics, qui sont publiés dans des revues qui se disent appartenant au Learning Analytics,
correspondent à de l'educational data mining. Donc ça correspond un petit peu à la vision que, en fait, le learning analytics, c'est une sorte d'élargissement de l'educational data mining, où en plus d'aller faire de la fouille de données, on va intégrer un petit peu de sciences de l'éducation et aller vérifier des hypothèses pédagogiques, par exemple. Aussi s'intéresser à l'interaction avec l'utilisateur final, avec l'interaction homme-machine, etc. Voilà. Alors une autre catégorisation que je peux vous présenter, ce sont les différentes étapes du learning analytics. Donc, quand on veut faire du learning analytics, on a certaines étapes qu'on peut suivre. Alors il faut toujours bien sûr commencer par récolter des données, évidemment. Une fois qu'on a récolté des données, on va les analyser et en faire la synthèse. Et ensuite, on peut faire des prédictions, essayer de faire des modèles prédictifs en particulier. Par exemple, pour prédire si un élève va abandonner une année universitaire, des choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'on est capable de prédire ce genre de choses, des actions, comme par exemple lui envoyer un email à cet étudiant pour lui dire « Notre système a détecté qu'il y a un risque que vous ne finissiez pas l'année, etc. » Donc si on regarde la représentation de ces 4 étapes, il y a quand même, alors c'était en 2016, mais d'après mon ressenti ces 2 dernières années, ça reste à peu près valide, je pense. Il y a 16% des articles qui portent purement sur la récolte de données. Donc qui récoltent des données et qui ne font pas vraiment d'analyse, de synthèse poussée à partir de ces données. Il y a la majorité, évidemment, ça on pouvait s'y attendre, qui porte sur l'analyse et la synthèse de ces données. Le domaine s'appelle Learning Analytics. Et après, donc, les 2 autres étapes sont beaucoup moins représentées. Donc faire des prédictions et en plus faire des actions, là c'est beaucoup plus rare dans la littérature. Ça représente à peine les actions, donc les travaux où vraiment le système interagit avec un système intelligent, avec de l'intelligence artificielle, avec les utilisateurs finaux, c'est assez rare. Voilà. Alors les 2 catégorisations que j'ai montrées, on peut les mettre en relation, évidemment. Donc par exemple, les recommandations font partie des actions, c'est une forme d'action. Un autre exemple, alors il n'appartient pas à Educational Data Mining, mais il a une intersection avec lui, c'est la prédiction. Parce que l'Educational Data Mining, une partie des travaux qui se revendiquent comme faisant partie de ce domaine de recherche, porte sur la modélisation prédictive d'informations. Voilà, alors il y a d'autres liens qu'on peut faire, donc le lien entre les outils de visualisation et les analyses et les synthèses, puisque en général, ce qu'on va présenter, par exemple, dans un tableau de bord provient d'une analyse et d'une synthèse de statistiques qui ont été effectuées par des travaux préalables. Voilà, donc évidemment un lien entre les études statistiques et la partie analyse et synthèse, et puis entre l'educational data mining et analyse et synthèse, donc par exemple pour la représentation classique qu'on peut se faire du domaine qui consiste en l'extraction de motifs fréquents, donc par exemple tel élève, les élèves qui ont fait ceci et cela ont eu telle note à tel examen, etc. Alors une dernière classification que je peux vous montrer, c'est en fonction des cibles visées. Donc là, on peut voir que à peu près à part égale, les travaux qu'on a classifiés s'intéressaient à des outils qui étaient adressés soit à des apprenants, soit à des enseignants. Alors c'est vrai en général, mais c'est pas vrai par sous-catégorie. Par exemple, pour les tableaux de bord, l'écrasante majorité des travaux sur les tableaux de bord portent sur des tableaux de bord enseignants. Mais en général, si on fait toutes catégories confondues, les 2 cibles sont à peu près à part égale. Ensuite, on a 9% la communauté des chercheurs, donc des travaux à leur attention. Donc ça correspond en grande partie à la catégorie autre que j'avais montré tout à l'heure avec les articles philosophiques et méthodologiques que j'ai mentionnés. 2% pour des entités institutionnelles, donc il y a très peu de recherche qui est destinée aux institutions, du learning analytics pour les institutions, par exemple pour aider à la sélection d'élèves dans une université sélective, que sais-je, et aucun article pour les financeurs. Voilà, donc ça c'était dans les grandes lignes les catégories, les types de recherches qui peuvent être faits et leur quantification. Maintenant je vais vous montrer des exemples concrets qui me paraissent un peu représentatifs du domaine de recherche. Alors un premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'influence des misconceptions dans le succès des élèves. Alors j'ai mis misconception, le terme anglais tel quel, parce que jusqu'à présent je n'ai pas trouvé de bonne traduction du mot. Donc ça correspond en gros à des stratégies ou des concepts erronés, c'est-à-dire un élève croit avoir compris quelque chose, une méthode, applique cette méthode qu'il a mal comprise pour résoudre un problème, il peut avoir après un mauvais résultat ou même un bon résultat à cause de ça. C'est ça qu'on appelle une misconception. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les erreurs des élèves sont souvent
attribuer un manque de connaissances positives dans les travaux actuels, les travaux les plus fréquents, c'est-à-dire positifs au sens qu'il n'y a pas de misconception. Donc, par exemple, là, pour l'exemple qui est montré à droite avec la multiplication de fractions et l'addition de fractions, on considère qu'une connaissance positive pour réussir à faire une addition de fractions, ça va être, alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je ne pense pas, je vais encore zoomer, trouver le plus petit dénominateur commun. Donc, à partir de ça, on va dire que ça, c'est une connaissance positive. Si l'élève est capable de faire ça, on va, par exemple, proposer un modèle statistique qui sera capable d'estimer s'il est capable de trouver la bonne réponse à telle addition ou telle autre addition, ou l'inverse, s'il a été capable de trouver la réponse à telle addition de fraction, est-ce qu'on peut déduire qu'il sait trouver le plus petit dénominateur commun. Voilà. Donc là, le travail qui a été effectué par Ryu et al. En 2016, c'est d'essayer d'intégrer la possibilité des misconceptions dans ce genre de modèle. Donc en particulier, ils se sont intéressés à une misconception particulière de l'addition de fractions, dans laquelle les élèves font la somme des dénominateurs. Donc là, on voit qu'ils font 1 demi plus 2 tiers égale 3 cinquièmes en faisant 2 plus 3, et pareil à droite. Voilà. Et puis donc, ils ont pu montrer qu'ils arrivaient à avoir une modélisation plus fine par ce biais-là pour le cas de cette problématique de l'addition de fractions. Alors un autre exemple un peu plus exotique qui moi m'avait paru assez étonnant quand je l'avais découvert, c'est la classification automatique d'agencement de salles de classe. Alors là, ce que les chercheurs avaient fait, ils étaient allés de classe en classe, ils avaient été allés dans beaucoup de classes de beaucoup d'écoles, qu'ils avaient pris en photo pour encoder leurs propriétés. Donc encoder leurs propriétés, c'est par exemple dire s'il y avait un planning affiché au mur, l'emplacement des tables, des chaises, etc. Ensuite, à partir de cet encodage des propriétés, ils ont représenté les classes sous forme mathématique, sous forme de vecteurs, hein, concrètement. Voilà, donc les catégories, c'était les dimensions des vecteurs, c'était les catégories qu'ils avaient identifiées, les coordonnées, les valeurs de ces catégories. Donc, par exemple, pour les plannings, c'est l'absence ou la présence d'un planning. Et ensuite, ils ont simplement appliqué un algorithme de clustering, donc de classification automatique, pour voir s'il y avait des groupes de classes d'organisation, d'agencement de salles de classe qui pouvaient être identifiés. Effectivement, ils en ont trouvé. Ils ont pu après mettre ça en relation avec la vision de la pédagogie des différentes écoles correspondantes, etc. Alors, un troisième exemple, c'est la collecte et la visualisation des émotions. Donc là, les chercheurs en question, donc Ruiz et al. En 2014, s'étaient intéressés à 3 questions. Comment quantifier les émotions, comment les montrer aux élèves et aux enseignants, et quel avantage les élèves et les enseignants peuvent en tirer si on peut répondre aux 2 premières questions. Alors pour répondre à la première question, ils ont, je vais rezoomer parce que je pense que vous ne voyez rien du tout, ils ont simplement fourni des formulaires à des élèves après les cours pour leur demander les émotions qu'ils avaient ressenties. Voilà. Et puis simplement après, ils ont estimé la fiabilité des réponses qui étaient fournies par les élèves et fait quelques statistiques dessus. Donc ils ont pu voir que ça leur paraissait à peu près fiable, ce que fournissaient comme indication les élèves à propos de leurs propres émotions, c'était à peu près cohérent d'après les mesures statistiques. Par contre, ils ont pu identifier aussi quelques problèmes sous-jacents, en particulier le fait que ça représentait un certain inconfort pour les élèves de faire ça. Dans les questionnaires après les activités, les élèves en général disaient qu'ils sentaient un certain inconfort à donner leurs émotions comme ça dans un questionnaire. Et du coup, ils ont fait une version un petit peu plus adaptée de ces questionnaires. C'est celle qu'on voit là, en fait, où il y a des émoticônes et qui est censée un petit peu alléger ce problème. Voilà, ensuite, pour la deuxième question, comment montrer aux élèves et aux enseignants leurs émotions. Donc, ce qu'ils ont fait simplement, c'est ce qu'on voit ici. J'espère que vous voyez à peu près. Donc, ils ont essayé différentes visualisations des émotions qui étaient renseignées par les élèves. Donc là, ce qu'on voit, on voit des nuages de points, ça s'appelle des barres empilées et des boîtes à moustaches. Et donc, ils ont demandé aux élèves ce qui leur paraissait le plus pertinent, simplement. Et là, pour cette question-là, en particulier pour cet article-là, ils n'avaient pas de réponse précise sur cette question, ça dépendait du profil des élèves. Par exemple, les boîtes à moustaches, au premier abord, les élèves ne les comprenaient pas, donc ça les intéressait pas trop. Mais quand les élèves commençaient à comprendre, ils finissaient souvent par préférer les boîtes à moustaches au reste. Voilà, donc là, je pense que vous avez une idée à peu près concrète du domaine du learning analytics si vous n'en aviez pas jusqu'à présent. Et je vais vous présenter donc des travaux qui me paraissent représentatifs des nouveaux défis du learning analytics.
Alors, puisque c'est un domaine de recherche qui est maintenant relativement mature, qui existe depuis 10 ans, qui a sa conférence sélective, de plus en plus, en particulier, en tout cas, il y a des théories du domaine des sciences de l'éducation et de la psychologie qui sont un peu incorporées dans les travaux qui paraissaient jusqu'à présent relativement exotiques dans cette communauté, même s'il y a des chercheurs en sciences de l'éducation, ces travaux-là n'étaient pas encore trop présents parce que c'était encore peut-être hors de portée. Et de plus en plus, elles sont intégrées donc dans les travaux de recherche. Non seulement ça, mais aussi au fur et à mesure que les travaux progressent, on peut de plus en plus les appliquer dans la réalité, et on a des défis qui sont liés à ça, à l'interaction homme-machine notamment, et à l'acceptation des outils qui sont proposés. Je vais vous présenter deux projets qui sont en lien avec le projet Métal, deux travaux qui sont en lien avec le projet Métal. Donc, le projet Métal, c'est un projet IFRAN de l'Université de Lorraine, dans lequel l'équipe de recherche Kiwi à laquelle j'appartiens participe. Donc, je commence par un concept qui n'est pas forcément lié aux sciences de l'éducation, mais plutôt à la psychologie, qui s'appelle la théorie de l'engagement. Donc, c'est un travail sur lequel auquel je m'intéresse actuellement. Donc, exploiter cette théorie de l'engagement pour faire des recommandations engageantes d'activités pédagogiques. C'est plus connu via une technique particulière, la théorie de l'engagement, qui s'appelle le pied dans la porte. Alors, c'est beaucoup plus connu en France qu'ailleurs dans le monde parce qu'on a un best-seller de Joly Beauvois qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Je pense que c'est connu par la majorité d'entre vous. Alors, ils ont utilisé le mot-clé manipulation, c'était un peu marketing, je pense, pour vendre leur bouquin, mais c'est pas vraiment de la manipulation. En fait, ça revient à quelque chose qui s'appelle la dissonance cognitive qui se produit dans le cerveau. On peut jouer là-dessus pour faire adopter tel ou tel comportement ou favoriser tel ou tel comportement. Donc, la technique du pied dans la porte, elle consiste à faire une première requête à un sujet qu'il va probablement accepter. Donc, la plupart des gens acceptent cette requête-là. Et ensuite de faire une deuxième requête qui a un coût, avec une définition particulière pour le terme coût, plus élevé que la première requête, au sens qu'elle sera moins probablement acceptée par le sujet. Mais si on lui a fait la première requête avant, il y a une plus grande probabilité qu'elle accepte la deuxième requête. Parce qu'au moment où elle a accepté de faire la première requête, l'hypothèse, c'est que quelque chose s'est passé dans son cerveau, en gros, qu'elle a construit quelque chose, et que si elle refuse la deuxième requête qui est similaire après, ça peut représenter un coût supérieur cognitif à un refus de cette requête. Donc, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, c'est ça qu'on pense et qu'on voudrait essayer d'exploiter pour faire des recommandations engageantes d'activité. On ferait des recommandations d'activité qui représentent peu d'efforts. En gros, le coût, ce serait l'effort à effectuer un exercice pour les élèves, qui serait probablement accepté par les élèves, et puis de proche en proche, les pousser à maximiser leur effort. Donc ça m'amène à une autre notion qui paraît simple et qui est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, l'effort, et en particulier comment mesurer l'effort. Alors dans la littérature des sciences de l'éducation, ça fait au moins depuis 1897 qu'on s'intéresse à cette notion avec le philosophe Dewey. Donc il s'intéressait déjà, on peut trouver ça aujourd'hui encore sur Internet, à la bonne définition de l'effort et surtout relativement à l'éducation, qu'est-ce qui est une bonne définition de l'effort pour l'éducation. Mais au-delà de ça, donc, depuis, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués, notamment en sciences de l'éducation. C'est souvent considéré comme un élément clé du succès des élèves, et plus précisément, il est souvent mis en relation avec les capacités et les connaissances des élèves. Par exemple, beaucoup de travaux supposent que plus un élève a de capacité, moins il a besoin de faire d'efforts pour réussir un exercice qui paraît cohérent. Voilà, donc un problème de cette notion d'effort, un peu comme le learning analytics que j'ai montré tout à l'heure avec tous les mots-clés, c'est qu'il y a de très nombreuses définitions qui peuvent être fondées sur des théories plus ou moins abouties et poussées, et que si on veut s'intéresser à l'effort, il faut déjà s'intéresser à la définition de ce concept et en choisir une. Alors nous, ce qu'on a choisi dans le cadre du projet Métal, c'est une définition qui est liée à une théorie qui s'appelle la charge cognitive. Donc elle est assez simple à comprendre, cette théorie. Elle correspond à une représentation schématique du cerveau dans laquelle il y a deux types de mémoire, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Donc la mémoire de travail, elle est supposée limitée, elle a une capacité limitée, on ne peut pas mettre toutes les informations qu'on veut dedans. Et elle a une autre caractéristique, c'est que ce qui est stocké dans cette mémoire est détruit progressivement au fur et à mesure du temps.
Donc c'est pour ça, par exemple, que quand vous entendez le prénom de quelqu'un, 5 minutes après, souvent vous l'avez oublié, ou ce genre de choses. Selon cette théorie, en tout cas. Voilà. Et le lien avec l'effort, c'est le remplissage de cette mémoire de travail. Donc plus la mémoire de travail est remplie, plus ça a demandé, on suppose, de l'effort à l'élève. Alors le lien explicite exact entre les deux, on ne connaît pas. De toute façon, c'est un modèle théorique. On ne sait pas si en réalité le cerveau correspond vraiment à cette représentation, combien il correspond. Mais on peut supposer, entre autres choses, que plus la mémoire de travail est remplie, plus ça devient difficile de continuer à la remplir et plus ça demande d'énergie, d'effort cognitif pour le sujet. Donc voilà, ça c'est la définition de l'effort qu'on a choisi. Il y a aussi toute une littérature là-dessus, sur la charge cognitive et en particulier sur la mesure de la charge cognitive. Et notamment, il y a une classification de ces mesures qui a été proposée en 2016 par Chen et al. Donc en 4 catégories. Alors le plus évident, c'est celle-là ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai rezoomé. Donc il y a les mesures subjectives. Ah, quand je zoome, je n'ai pas le pointeur. Donc les mesures subjectives, c'est simplement soumettre des questionnaires après des activités éducatives pour le cas de l'éducation, aux élèves ou aux enseignants, voire aux parents, pour savoir combien d'efforts a demandé telle ou telle activité pour tel ou tel élève. Donc ça, en général, on considère que c'est relativement fiable comme indication de la charge cognitive, même si ça peut dépendre du contexte, de qui a rempli les questionnaires, etc. Alors une autre qui peut paraître pas évidente, mais à laquelle on peut s'attendre, c'est la mesure de performance, c'est-à-dire les notes en gros qu'obtiennent les élèves, mais pas que. Ça peut être aussi le temps qu'ils ont mis à effectuer une activité, etc. Donc, et forcément, ce n'est pas une mesure exacte de l'effort. En particulier, on peut faire beaucoup d'efforts, un élève peut faire beaucoup d'efforts et avoir une mauvaise note, et vice-versa. Mais ça reste un indicateur comme un autre. Si on n'a pas mieux, en fait, faute de mieux, on peut se contenter de ça. Ensuite, les deux autres, c'est des mesures comportementales et physiologiques. Alors, comportementales, en dehors d'un cours en ligne ou avec un ordinateur, ce serait la gestuelle de l'élève, la façon de se tenir, les mouvements de son stylo, par exemple, si on pouvait récolter ces données. Mais en général, donc, on s'intéresse pour le moment encore plutôt, dans le cadre du Learning Analytics en tout cas, à des situations où l'élève est devant un écran et on peut enregistrer l'utilisation de la souris et du clavier, voir s'il y a un oculomètre, un eye tracker, les points de fixation sur l'écran. Donc ça, ce sont les mesures comportementales et physiologiques. Donc ça correspond par exemple au rythme cardiaque. Je viens de parler des oculomètres, des eye trackers. Il y a aussi la dilatation de la pupille. Donc il y a tout un tas de travaux, par exemple, qui cherchent des corrélations entre, par exemple, la dilatation de la pupille et les notes subjectives données par les élèves et qui trouvent des corrélations faibles, statistiquement significatives, entre telle et telle mesure, par exemple. Mais jusqu'à présent, donc, il n'y a pas vraiment de travail fait par des informaticiens, par des chercheurs en machine learning ou en intelligence artificielle pour essayer de faire vraiment, à partir de ces deux types de mesures, physiologiques et comportementales, un modèle computationnel qui permettrait d'estimer l'effort plus précisément. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire, donc toujours dans l'idée qui s'éloigne de plus en plus de faire des recommandations engageantes, mesurer déjà l'effort à partir d'indicateurs comportementaux et physiologiques. Donc on a fait ça, on est allé collecter des données dans des collèges, donc toujours dans le cadre du projet Métal. Donc ça nous a permis d'accéder à 120 élèves de 5e. On leur a fait faire des exercices d'anglais, donc qui provenaient de la BRNE. Voilà, donc des exercices en ligne, simplement. Et on a pu collecter les 4 types de données. Donc on avait, je ne sais pas si vous voyez, je pense que non, on avait équipé les élèves de montres intelligentes et d'oculomètres. Alors c'est une barre oculométrique qui est en bas de l'écran. Et par ce biais, on pouvait récupérer donc les choses dont j'ai parlé juste avant, notamment la dilatation de la pupille, les points de fixation, et avec la montre, le rythme cardiaque et les mouvements du poignet, etc. Je vais zoomer ici maintenant. Donc voilà, ça c'est les données qu'on a récupérées. Donc l'utilisation du clavier de la souris, les points de fixation pour les données comportementales, le rythme cardiaque et la dilatation des pupilles pour les données physiologiques, excusez-moi. Et puis après, donc, on a pris les données de performance, simplement les nombres de bonnes et mauvaises réponses qu'ils avaient pour les activités qu'on leur avait proposées, et des réponses à des questionnaires après chaque exercice. Donc ils en avaient 15 à faire au maximum. Après chaque exercice, on leur demandait combien d'efforts cela a représenté pour vous, est-ce que vous avez dû beaucoup réfléchir, etc.
Donc une fois qu'on a collecté ça, le but du jeu, c'était d'essayer de faire un modèle computationnel à partir des données comportementales et physiologiques qui soit le plus fortement corrélé possible avec soit les données de performance, qui est une plus forte corrélation, la plus forte corrélation possible avec les notes qu'ils obtiennent, soit avec les évaluations subjectives qu'ils ont fournies de l'effort que ça a représenté pour eux. Alors je vais vous présenter un premier jeu de résultats. Est-ce que ça rentre si je zoome? Ok, ça rentre comme ça. Donc ce qu'on voit ici, ce sont les indicateurs bruts, juste pour voir déjà dans un premier temps ce que ça donne, si on essaye de voir la corrélation des valeurs des indicateurs bruts qu'on a collectés avec, dans la première colonne, les valeurs d'effort indiquées par les élèves, et dans la deuxième colonne, les résultats qu'ils ont obtenus. Donc la première chose qu'on peut voir, alors, on peut voir déjà les différentes catégories, j'en ai mis 4 en couleur pour qu'elles ressortent un peu plus, qui ont les plus fortes corrélations. Donc le numéro d'exercice, combien d'exercices ils ont fait auparavant avant d'arriver à cet exercice-là, le temps qu'ils ont passé à faire un exercice donné, une activité donnée, le nombre de clics de la souris, l'utilisation de la souris, les points de fixation avec l'oculomètre. Donc il y en a d'autres, hein, notamment il y a le rythme cardiaque qui est ici, et puis là on peut voir la corrélation entre la note et les valeurs d'effort qui sont indiquées. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que les corrélations des indicateurs bruts sont beaucoup plus fortes pour les notes que pour l'effort. Par exemple, pour le numéro d'exercice, plus ils avancent dans l'exercice, moins ils ont une bonne note. Alors, comme les exercices n'étaient pas vraiment crescendo en difficulté au fur et à mesure qu'ils avançaient, donc il y en avait qui devenaient plus faciles, etc. Notre hypothèse ici, c'est plutôt qu'ils ont de moins en moins d'énergie pour faire les exercices. Donc, ça suggère qu'au fur et à mesure qu'ils font des exercices, ils font de moins en moins d'efforts. Donc on a pu vérifier ça par exemple en regardant la distribution du temps que je ne vous montre pas ici. Plus ils avançaient dans les exercices, plus ils faisaient rapidement les exercices, alors qu'il y en avait qui devenaient plus ou moins difficiles. Donc a priori, ça montre que les élèves faisaient de moins en moins d'efforts au fur et à mesure qu'ils avançaient dans les exercices. Et pourtant, on a une corrélation très faible avec les indications de l'effort qu'ils ont indiquées. Alors ça suggère ça que simplement, une hypothèse toute simple, hein, c'est que les indications d'effort qu'ils ont fournies sont relativement peu fiables. Il y a d'autres hypothèses, ça peut être aussi que c'est un petit peu influencé par les divergences de compétences entre les différents élèves, etc. Mais après, alors je ne vous montre pas tout, mais d'après nos analyses, c'est plutôt la première hypothèse qui est la bonne. Et du coup, les valeurs d'effort qui ont été indiquées par les élèves ne sont pas vraiment exploitables pour ce cas particulier. Voilà, donc c'est une des choses qu'on a pu trouver, en tout cas, ce qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, ça ne marche pas toujours de demander simplement aux élèves combien d'efforts ça leur a demandé de faire tel ou tel exercice, dans une certaine mesure. Hein, il y a quand même une corrélation de 0,12, etc. Mais il y a un biais relatif. Et du coup, les notes sont un meilleur indicateur, en l'occurrence, de l'effort qu'ils ont fourni. Voilà, donc on peut voir par exemple que plus ils ont passé du temps, meilleure est leur note. Plus ils ont utilisé leur souris, meilleure est leur note, et plus ils ont eu de points de fixation sur l'écran, meilleure est leur note. Et on retrouve à peu près les mêmes corrélations pour l'effort, mais indiquées en tout cas, mais beaucoup plus faibles. Voilà, donc ce qu'on a voulu faire, après le but du jeu, c'était de combiner ces indicateurs et d'essayer de faire un modèle computationnel qui ait la plus forte corrélation possible avec la meilleure version, le meilleur indicateur entre l'effort et la note, ce qui est en l'occurrence la note d'après nos analyses. Donc, on voulait trouver un modèle computationnel, en résumé, qui ait la meilleure corrélation avec la note. Alors pour ceux qui connaissent, c'est simplement une corrélation de Spearman. Corrélation de Spearman, ça comptabilise en quelque sorte le nombre de fois que les deux variables évoluent dans le même sens en même temps. Alors on passe à la diapo suivante sans zoom. Donc là, ce qu'on voit, c'est le résultat des meilleures combinaisons qu'on a pu faire. Voilà, donc ce qu'on a utilisé, c'est simplement une interpolation linéaire, donc j'ai vraiment simplifié à l'extrême la présentation de la chose. J'ai pas le même zoom au fond, on peut pas voir au fond. On voit juste marqué combinaison. Ok, donc on peut voir deux choses. On peut voir quelle combinaison marche le mieux, d'une part, avec les interpolations linéaires, mais aussi les 0,6, 0,2, 0,2 qu'on voit ici, c'est des poids optimaux qui sont appris par le système et qui montrent en quelque sorte le nombre de fois qu'un des indicateurs a eu la complémentarité sur les autres. C'était pas très bien formulé, est-ce que je vais essayer de reformuler? Par exemple, si ça va? Ok.
Très bien. Je reformule pas. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une complémentarité entre le numéro d'exercice, le temps et la souris. On a pu obtenir une corrélation forte. 0,61, c'est une corrélation forte entre nos estimations de l'effort et les notes qu'ils ont obtenues. Alors je tiens à préciser que vraiment, ce n'est pas une mesure de la note sans savoir la note. On n'essaye pas de mesurer la note, on ne peut pas le faire. On a juste le nombre de clics, les points de fixation. Ce qu'on mesure, c'est vraiment des choses en lien avec l'activité. Et ça peut vraiment correspondre qu'à de l'effort. Ce n'est pas une mesure de performance. Et donc, si c'est corrélé avec le score, c'est quand même intéressant. Voilà. Donc, le plus révélateur, c'est toujours le numéro de l'exercice. Je suppose que je peux avoir quelques minutes en plus. Et si on se passe du numéro de l'exercice, ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser en complément les points de fixation. Et là, auquel cas, l'utilisation de la souris et du clavier, dans les deux cas, sont à peu près équivalents dans leur complémentarité. Et il y a un petit peu moins de complémentarité qui peut être trouvée, qui peut être exploitée pour les points de fixation. Alors j'ai aussi mentionné tout à l'heure que les notes peuvent être influencées par d'autres choses que l'effort, notamment les capacités des élèves. Et on a voulu aussi un petit peu vérifier ça, simplement à partir d'une question toute simple. Dans un questionnaire avant qu'ils fassent les tâches, on leur a demandé « Est-ce que vous pensez que l'anglais est facile ?» Et on a eu la moitié des élèves qui ont répondu oui et la moitié qui ont répondu non. Et si on regarde les meilleures corrélations qu'on a pu faire, la meilleure combinaison, ceux qui ont répondu non, ceux qui pensent que l'anglais est difficile, donc on suppose qu'ils ont moins de capacité que les autres, ont une plus forte corrélation que les autres. Donc nos mesures d'effort ont une plus forte corrélation. Donc ça suggère en fait que quand on est moins à l'aise en anglais, on a besoin de faire plus d'efforts. Et ça constitue une partie, ça explique partiellement peut-être le manque de fiabilité qu'on a pu observer dans l'effort. Il aurait fallu, pour l'affiner, intégrer plus intrinsèquement les compétences au sein même de cette mesure-là. Mais c'est qu'une partie de l'explication, comme je vous l'ai dit, nos analyses montrent que c'est plutôt un manque de fiabilité dans les notes d'efforts qu'ont attribué les élèves. Ça paraît être le facteur principal. Ok, donc j'ai terminé avec cette partie-là. Je vais vous montrer un autre, en essayant de ne pas trop traîner, un autre travail qui me paraît représentatif des nouveaux défis. Donc je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure. De plus en plus, donc, les outils du Learning Analytics peuvent être appliqués dans la vraie vie, dans la réalité. Et ça pose donc le problème, parmi d'autres, de l'acceptation de ces outils par les utilisateurs finaux qui sont les enseignants et les élèves. Donc là, je vais vous parler d'un autre travail sur lequel je travaille, auquel je m'intéresse, excusez-moi. J'ai été perturbé par la pause, je suppose. Voilà, la conception d'un tableau de bord enseignant. Donc c'est aussi dans le cadre du projet Metal, mais c'est en collaboration avec un autre projet IFRAN qui s'appelle le projet ITAC. Eux, ils s'intéressent à des nouveaux supports tangibles pour faire de nouvelles méthodes pédagogiques. Donc plus en lien avec l'interaction homme-machine et les sciences de l'éducation. Voilà. Donc le questionnement de base qu'on a pour ce travail-là, c'est que ça vient d'un travail qui date de 2008 de Joe Tonder et collaborateurs, dans lequel ils ont observé que l'acceptation des technologies par des enseignants était dépendante très fortement de deux choses, en particulier, et d'autres choses, mais principalement de ces deux choses, voilà, des croyances qu'ils ont en les bonnes méthodes pédagogiques et de ce qu'est une bonne éducation. C'est en fonction de ce qu'ils croient être approprié comme méthode pédagogique, ils vont choisir tel ou tel outil. Et donc ça, c'est très important, ça montre qu'il faut vraiment partir des conceptions des enseignants si on veut avoir une chance qu'il y en ait le plus possible qui les utilisent. Donc c'est un peu ça qu'on a voulu faire. On a voulu intégrer l'utilisateur dès les premières étapes du processus de design centré utilisateur. Donc l'utilisateur, là, c'est l'enseignant en l'occurrence, pour mieux les connaître, pour accéder à une part de leur réalité, de leur culture, de leur vocabulaire, etc. Et à partir de ça, essayer d'identifier des éléments qu'on pourrait exploiter pour les traduire en quelque chose de concret et en faire un tableau de bord qui reflète le mieux possible donc cette réalité ou cette culture qu'ils nous ont transmise. Donc pour le dire autrement, ce qui se fait d'habitude, c'est ce cycle-là, hein, tout simplement. Typiquement, la plupart des tableaux de bord enseignants, en tout cas, et beaucoup de systèmes en général, commencent par concevoir une première version du système sans forcément interagir avec les utilisateurs finaux. Ensuite, ils implémentent ça concrètement, informatiquement, et seulement après, ils le présentent aux utilisateurs finaux
pour avoir une évaluation de la pertinence des différents choix qu'ils ont faits, peut-être avec des variables qui changent d'un modèle à l'autre du système qui est proposé. Et après quoi, donc, ils retournent à l'étape de conception, ils refont une implémentation et ils suivent plusieurs cycles comme ça pour avoir la meilleure version possible. Et là, ce qu'on apporte, ce qu'on a voulu faire en plus, c'est avant même l'étape de conception, avoir une phase exploratoire pour découvrir la culture et le vocabulaire, etc. des enseignants. Donc, ce qu'on a fait, on s'est réunis dans le cadre toujours donc, de ces deux projets, projet IFRAM qui sont Metal et ITAC, avec 15 enseignants. Je leur ai présenté un petit peu ce que je viens de vous présenter sur les recommandations engageantes et comment on voudrait les intégrer dans un tableau de bord. Et ensuite, je suis parti pour ne pas les influencer et ils ont utilisé un certain nombre d'outils pour permettre de récolter les informations dont je viens de parler. Donc le premier outil, il est assez traditionnel, c'est un brainstorming simplement. Donc après avoir eu ma présentation, individuellement, on leur a demandé de noter des points positifs, des points négatifs, des craintes sur des post-it, et ensuite d'aller les afficher sur le mur en le présentant aux autres participants. Donc ça, c'était filmé. Moi, j'étais absent, mais c'était filmé. Après, j'ai visionné la vidéo et j'en ai fait des statistiques et j'en ai extrait donc un certain nombre d'indicateurs. Donc, parmi les points positifs qu'ils ont identifiés, par exemple, ça pourrait leur faire gagner du temps. Donc ça, si ça peut leur faire gagner du temps, ça les intéresse. Ce qui est intéressant aussi pour eux, d'après ce qu'ils se sont dit à cette session-là, c'est que ça peut leur donner des informations sur les actions des élèves qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Notamment l'effort, ça leur a beaucoup plu, parce que ça pourrait peut-être leur permettre de mieux identifier, quand ils ont des classes nombreuses, quel élève a réussi à passer au travers en ne faisant pas beaucoup d'efforts ou a été inactif sans qu'ils aient pu le remarquer, simplement parce qu'ils étaient occupés avec un autre élève, etc. Ça peut aussi être utile quand ils leur suggèrent des ressources à consulter à la maison pour savoir si vraiment ils les ont consultées, qui les a consultées, dans quelle mesure. Donc c'était ce genre de choses qui les intéressait. Aussi, ce qui les intéressait, c'était la possibilité de recommandation que je leur avais présentée et que j'ai mentionné tout au début, au milieu de ma présentation plutôt, pour faciliter la différenciation. Donc il leur est demandé de faire de la différenciation et ça, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait être utile pour cet objectif. Alors les points négatifs qu'ils ont soulevés, le premier chronologiquement, celui qui est ressorti en premier, c'est qu'ils avaient peur que ça contredise l'avis des enseignants. Donc si le système donne une évaluation qui est différente ou trop différente de l'enseignante, ça peut poser problème. Alors on leur a expliqué simplement, alors pas moi, mais les autres personnes qui s'occupaient du projet et d'encadrer la session, que c'était que des indicateurs, etc. et que ça ne peut pas remplacer un cerveau d'un enseignant pour l'évaluation, évidemment. Ce qui les inquiétait encore plus, c'est le temps de prise en main. Donc, ils sont confrontés à beaucoup d'outils au collège qu'ils ont à disposition. En tout cas, ils ont beaucoup d'outils à disposition qui sont plus ou moins chronophages pour leur prise en main. Et ils avaient peur de devoir encore utiliser un nouvel outil et de devoir apprendre à l'utiliser, que ça prenne du temps. Donc, ils voulaient que ce soit le plus rapide possible à prendre en main. Et aussi, quelque chose qui les inquiétait, c'est que leur configuration typique matériellement, c'est plutôt 2 élèves par machine, que chaque élève avec sa montre intelligente et sa barre oculométrique, et qui se demandaient si vraiment c'était réaliste ce genre de dispositif. Donc là, on leur a expliqué que c'est pas important. Plus on a d'informations sur l'élève, plus les indicateurs vont être fiables, moins il y aura d'incertitude en fait dans les valeurs qui seront indiquées, mais qu'on peut faire sans, c'est juste que ce qui est indiqué sera un peu moins fiable. Voilà. Donc on a fait une deuxième session où là, on leur a donné des tablettes en carton et des étiquettes, des petites vignettes avec des visualisations et d'autres sous forme de texte avec des éléments qu'ils pouvaient placer par ailleurs. Et on les a laissés constituer leurs propres tablettes individuellement. Donc après, on a pris des photos des tablettes qu'ils avaient, enfin des tableaux de bord qu'ils avaient réalisés. Donc là, on voit à gauche des exemples de vignettes qu'on avait proposées. Donc, par exemple, ici, on voit une classification des élèves en fonction de différentes dimensions pour voir leur proximité éducative. Là, on voit un diagramme du Kvyat. C'est la fin de mon temps de ma prolongation. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cette partie-là. Peut-être, c'est presque terminé. Il me reste juste 5 transparents. Et là, donc, des exemples de réalisation. Donc, on a fait, là aussi, à partir des photos, j'ai fait des statistiques et j'ai pu proposer une première maquette à partir de ça.
Donc par exemple, là ce qu'on voit en haut à gauche, c'est l'évolution pour la classe entière des compétences, hein, parce qu'il venait d'y avoir la réforme des collèges, ils avaient cette évaluation en plus à faire des évaluations qu'ils faisaient d'habitude, et c'est chronophage pour eux, et si le système pouvait leur faire gagner du temps là-dessus, ça les intéressait. Et ils avaient tous inclus ça dans leur proposition. Alors ils étaient à côté les uns des autres, ça a peut-être influé, mais n'empêche qu'ils avaient tous inclus cette possibilité-là, donc avec les 5 domaines de compétences qui sont censés évaluer. On leur avait présenté des visualisations assez sophistiquées, assez modernes, avec des dessins de baromètres, avec des cartes thermiques, des choses comme ça. Ça, ils n'en voulaient surtout pas. Ils voulaient plutôt des courbes et des histogrammes, toujours dans la perspective de prendre l'outil en main le plus rapidement possible et pas perdre de temps à comprendre comment fonctionne la visualisation. Il y a une seule exception, une seule chose qui a trouvé grâce à leurs yeux, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Alors, ça s'appelle le pouls d'activité. En abscisse, on a le temps passé et on a ordonné les élèves. Et plus un élève a été actif, plus on voit de points gros à l'endroit où il a été actif. Donc ça peut être par exemple, si c'est les clics de souris pendant 1 minute, ça peut être ça, ou ça peut être simplement le dépôt d'exercice pendant toute une année, ce genre de choses. Voilà, donc là, on pourrait voir par exemple que Julie n'a pas été très active, sauf un petit peu vers la fin, etc. Donc ça les intéressait parce que ça leur permet de voir l'activité des élèves les unes au-dessus des autres, les activités des élèves les unes au-dessus des autres, directement dans un même visuel, ce que ne permet pas de faire un histogramme ou une courbe. Aussi, la proximité éducative que j'ai mentionnée juste avant les intéressait parce que ça peut les intéresser à constituer des groupes. Alors ça, c'est pour l'activité globale. Il y a l'activité individuelle de chaque élève. Donc, ils ont fait un peu la même chose pour l'évaluation des compétences. Là, moi, j'étais parti, donc ça m'a fait plaisir. Ils ont tous inclus ce que je leur avais proposé, l'effort relatif à la classe. Donc, ça les intéressait d'avoir ça. Donc là, on voit par exemple en bleu l'effort d'Henri relativement à la classe, la moyenne de l'effort de la classe. Ensuite, les recommandations engageantes. Alors, les recommandations engageantes, à condition qu'elles passent par leur filtre, hein, il faut que c'est un tableau de bord enseignant, parce qu'elles peuvent être potentiellement nocives ou leur faire perdre du temps, des choses comme ça. Et donc, c'était intéressant que ça passe par le filtre de l'enseignant et qu'il puisse valider ou invalider, avec un pouce bleu, un pouce rouge par exemple, une recommandation. Voilà, donc là, les images, vous en préoccupez pas, c'est juste pour que le rendu visuel soit plus joli et que on avait accès aux données de la BRNE et qu'il y avait ces ressources-là parmi celles auxquelles on avait accès. Et aussi, donc, ils voulaient pouvoir compléter les recommandations si ils avaient en tête quelque chose qui leur paraissait mieux approprié que ce qui était présenté par le système. Donc, de cette maquette, on est en train de faire une implémentation. Donc, elle n'est pas encore terminée, mais vous avez déjà un premier aperçu de ce à quoi elle est en train de ressembler pour le moment, en tout cas. Voilà, et on compte la terminer courant de l'année et faire les premières évaluations vers le 2e semestre. Donc, pour la vue globale, ça, et pour la vue, ça ressemble à ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, je vous ai montré 2 outils. Ce n'est pas les 2 seuls outils qu'on a utilisés pour récolter un petit peu la culture et la réalité des enseignants. On a aussi utilisé 2 autres outils. Alors, c'est plutôt la partie ITAC qui a fait ça, plutôt Stéphanie Fleck qui s'occupe de ce projet. Voilà, donc là, l'outil qu'on voit ici, c'est une sonde culturelle. Donc, on avait fourni aux enseignants, pour chaque enseignant, un petit sac avec différents objets. Donc les objets, c'était par exemple, on voit ici une petite boîte dans laquelle il devait mettre un objet qui représente la manière dont ils se perçoivent. Donc par exemple, quelqu'un avait mis une clé USB avec un petit texte pour expliquer pourquoi il était clé USB, parce qu'il avait une bonne mémoire, je suppose. Un autre exemple, moi je n'avais pas participé à l'élaboration de ce kit-là, une montre en carton pour qu'il colorie en fonction du temps qu'il passait à évaluer les élèves chaque semaine. Voilà. Donc ça permet, l'objectif, c'était de suivre un peu au quotidien les enseignants et d'essayer d'acquérir des informations qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement, sans être trop intrusif, sans que ça représente trop d'efforts pour eux, et aussi de manière à ce que ce soit le plus amusant pour eux que possible. Donc on a pu obtenir des informations comme ça. Il y a un autre outil qu'on a utilisé qui est un petit peu proche de ça. Alors là, c'était en session participative, c'était pas chez eux. Ce qu'on voit ici, c'est une carte d'une île fictive, et ils devaient faire le cheminement d'une évaluation, donc les différents obstacles qu'on trouve sur l'île de l'évaluation. Toujours dans l'optique d'avoir un truc un peu ludique et d'essayer d'avoir des informations
qu'on n'aurait pas pu avoir, parce que là, on déroute un petit peu les enseignants et que ça les sort de leur cadre habituel. Voilà, donc on a commencé à analyser les données qui... Encore, c'est mon dernier transparent. On a commencé à analyser les données qui proviennent de ces deux sessions-là. On ne les a pas encore appliquées pour la conception ni pour l'implémentation du tableau de bord, mais c'est en cours. Voilà, donc là on voit à gauche ici ce que d'après eux un élève devrait faire du point de vue de l'évaluation, et à droite ce qu'un professeur fait et aime du point de vue de l'évaluation. Donc ça permet par exemple d'identifier, là on voit ou pas pour l'élève, le lien entre l'évaluation et l'élève, et on voit par exemple ici se faire tuer. Quelque chose qui est revenu, c'est que pour les enseignants, c'est très difficile pour eux de mettre une mauvaise note à un élève, sachant qu'après il va dire en classe je vais me faire tuer par mes parents, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc il y a d'autres choses dont j'aurais voulu parler, et déjà j'ai dépassé le temps additionnel. Je vais m'arrêter là, et je vais passer la parole à Wanda.